Si on voit que ça devient un partnership qui est dangereux pour le futur d'Israël, alors on doit arrêter ce partnership, Oui. essayer de trouver des autres partnerships. Et si ça veut dire qu'on va devoir perdre le pouvoir pour quelques années, alors c'est la réalité. C'est une réalité que je ne pousse pas. C'est pas une réalité que je veux, mais c'est la réalité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dan Ilouz. Dan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député Likoud. Alors, on va parler avec vous politique, mais avant tout, je voudrais tout de même avoir votre appréciation parce que vous connaissez bien le dossier américain sur ce qui se passe actuellement, même s'il semble y avoir un léger ralentissement dans les négociations, peut-être plus de scepticisme que l'on en avait hier. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord qui semble se profiler à l'horizon entre les Iraniens et les Américains ? Je dois vous dire la vérité, je pense qu'avec Trump, c'est très difficile de savoir ce qu'on reçoit jusqu'à la dernière minute. Oui. Et donc, il rend la vie aux commentateurs politiques et diplomatiques très difficile parce qu'il est très difficile à prévoir. Et donc, je pense qu'il faut attendre de voir vraiment qu'est-ce qui aboutira. Est-ce que il y aura vraiment un aboutissement vers un accord? Et si oui, alors qu'est-ce qui sera dans l'accord? Je dois vous dire la vérité, les choses qui sont discutées aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes, mais pas assez bonnes pour le futur d'Israël. On est rentré dans cette deuxième guerre avec l'Iran, avec des ambitions beaucoup plus grandes que juste de voir le matériel nucléaire sortir de l'Iran. C'est vrai que c'est important, c'est une chose importante, mais si c'est la seule chose vraiment qu'on voit et qu'à long terme, on peut envisager que l'Iran, elle va juste attendre la fin du terme de président Trump et ensuite retourner à développer un programme nucléaire lorsqu'il y aura un autre président qui sera moins ferme Mhm. avec l'Iran. Alors on sera dans un réel problème ici en Israël parce qu'on a une opportunité maintenant avec un président américain qui comprend le problème iranien, de vraiment d'aboutir à une solution qui sera à long terme. Et donc moi, je regarde à ça à long terme. Qu'est-ce qui arrivera dans les prochains 10 ans, dans les prochains 20 ans? Et c'est pour ça que je suis déçu du fait que le but qui a été vraiment un but qui a été dit par Trump lui-même et par Netanyahou au début de cette deuxième guerre, de vraiment changer le régime iranien. C'est une chose qui n'est plus discutée Mhm. aujourd'hui. Même Trump, il dit on l'a déjà changé, le régime iranien. Et je dois vous dire, avec tout le respect que j'ai pour le président américain, qui est vraiment un réel ami d'Israël, mais c'est pas vrai. Le Oui. régime iranien, c'est le même régime islamique extrémiste qui veut détruire Israël et ensuite tout le monde libre. Et donc, moi, je suis très déçu que ce but, il n'est plus discuté parce que je pense que c'est vraiment la seule manière d'emmener une stabilité à long terme dans tout le Moyen-Orient et de défendre vraiment la sécurité de l'État d'Israël. Alors, par rapport à ce qui se passe au sud Liban aussi, c'est également un problème. Vous pensez que Benjamin Netanyahou doit taper du poing sur la table, y compris devant Donald Trump, et lui dire nous ne pouvons pas continuer comme ça, faire semblant d'un cessez-le-feu alors qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, que le Hezbollah menace les soldats israéliens, menace la population civile du Nord? À 100%. On n'est pas un pays République bananière. une république bananière, on est un pays indépendant, on a nos propres intérêts, on aime et respecte le président Trump et on doit le dire souvent ça parce que c'est vrai. Il a été le meilleur ami d'Israël dans la Maison Blanche, dans l'histoire de l'État d'Israël, mais on peut pas laisser cet amour qu'il a pour Israël devenir un problème en fait et vraiment nous rendre, comme vous avez dit, une république bananière qui fait tout ce que les États-Unis nous demandent de faire. En fin de compte, on a nos propres intérêts, on les fait lorsque possible d'une manière qui est coordonnée avec les États-Unis, mais on doit aussi savoir tenir
tenir ferme lorsqu'il y a des différents intérêts. Alors, je voudrais qu'on revienne à la situation politique. C'est presque officiel, ça a été annoncé, on va dire presque solennellement hier. La loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot ne sera pas votée au cours de cette Knesset, pas avant la dissolution du Parlement israélien. C'est pour vous qui avez combattu cette loi une victoire? C'est une victoire, mais je dois vous dire, c'est une victoire parce que ce n'est pas vraiment une loi pour l'enrôlement de la population ultra-orthodoxe, mais plutôt pour une exemption de services militaires pour la population ultra-orthodoxe, qu'elle soit dans les yeshivot ou pas. Cette loi, elle était une loi qui aurait continué les choses comme elles sont aujourd'hui, où la population ultra-orthodoxe ne fait pas l'armée. Lorsque on a besoin de soldats en Israël. Vous savez, aujourd'hui, les réservistes, ils font en moyenne 100 jours de service militaire par année. Et ce n'est pas juste pour cette année. Ça veut dire c'est ça que l'armée nous dit qu'ils vont devoir faire à chaque année pour les prochaines années. Maintenant, lorsqu'on pense à une famille où le père il doit partir pour 100 jours, pour 3 mois par année, imaginez, c'est comme, j'ai dit à ma femme, c'est comme si ma femme, elle sortait pour chaque année, même de son travail, même de la famille, même, pour une Khufshat Leda, pour une, comment on dit ça en français? Oui, Euh, des congés de maternité. Et une fois par année. Ça veut dire c'est très difficile ensuite de bâtir une carrière. C'est très difficile ensuite vraiment de bâtir une vie de famille, de bâtir un futur. C'est une chose qui est impossible vraiment à continuer à long terme. Israël a besoin de soldats. L'État d'Israël a besoin de soldats. La population juive qui ne s'enrôle pas dans l'armée aujourd'hui, c'est seulement la population ultra-orthodoxe. C'est vrai qu'il y a aussi la population arabe. Moi, le modèle, mais elle est pas. Ça veut dire on la veut pas dans l'armée, on la veut dans le service. Ça veut dire les Arabes qui veulent se joindre à l'armée, qui sont sionistes, on est content de ça. Mais la plus grande majorité des Arabes aujourd'hui, ils ne sont pas sionistes, et donc on les veut dans un service national. Moi, la formule dans laquelle je crois, c'est de dire les gens qui servent, ils peuvent recevoir ils peuvent être bénéficiaires de choses du gouvernement, de budget, et les gens qui ne servent pas ne peuvent pas être bénéficiaires de budget du gouvernement. Et comme ça, on crée un système où il y a vraiment où on pousse les gens à aller faire un service, que ce soit la Oui. population arabe dans le service national ou bien la population ultra-orthodoxe dans le service militaire. Et comme ça, on peut vraiment commencer un processus qui aboutira à l'intégration de la population ultra-orthodoxe dans le service militaire. Alors tout ça, c'est extrêmement important, mais d'une certaine manière, vous venez de nous dire que pour vous, sur le plan politique, c'est une victoire d'avoir permis, en tout cas empêché le vote de cette loi, mais finalement, cette victoire pourrait être une victoire de Pyrrhus, peut se retourner au désavantage du Likoud et de l'actuelle coalition, parce que on le voit aujourd'hui, les orthodoxes, en tout cas au moins une partie des orthodoxes ashkénazes sont furieux, et ils menacent de nouer des alliances alternatives avec des partis de l'actuelle opposition. C'est-à-dire que de facto, le fait de n'avoir pas fait voter cette loi, eh bien, ça remet en cause, on va dire, le fameux bloc de Binyamin Netanyahou qui s'était maintenu depuis on va dire, des années, y compris pendant les 5 campagnes électorales autour des années 2020, pardon. Écoutez, l'intégration de la population ultra-orthodoxe dans la société israélienne, c'est un besoin existentiel d'Israël. C'est un besoin existentiel pour deux raisons. D'abord, pour le service militaire, et on a parlé des soldats qui nous manquent vraiment. On ne peut pas gagner de guerre, on ne peut pas garder la Judée-Samarie, on ne peut pas garder notre population sécure tant qu'on n'a pas assez de soldats. Alors, c'est un besoin existentiel au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau économique. La population ultra-orthodoxe refuse vraiment de s'intégrer au niveau économique. Dans leurs écoles, ils n'apprennent pas les mathématiques et l'anglais. Ça veut dire dans la plupart des écoles, il y a des exceptions. J'ai pas envie de généraliser, mais dans la plupart de leurs écoles, ils n'apprennent pas les mathématiques et l'anglais, et ils refusent vraiment de s'intégrer dans la société économique. Et donc, ce que ça veut dire à long terme, c'est que lorsque la population ultra-orthodoxe, elle grandit, et je dis Baruch Hashem, elle grandit, chaque
bébé juif qui naît en Israël, c'est vraiment une bracha et on est content que cette population elle grandit, mais elle doit grandir et s'intégrer. Elle doit s'intégrer dans la vie économique et aussi au point de vue sécuritaire dans l'armée. Et donc, c'est un besoin existentiel. Sur les besoins existentiels, on doit rester ferme. Les calculs politiques et les calculs de coalition, c'est pas des choses qu'on peut faire sur des points de vue existentiels. C'est comme si on disait que pour des raisons de coalition, alors on allait sortir d'une certaine partie de Eretz Israël. C'est pas quelque chose qu'on fait pour des raisons politiques. C'est pas quelque chose qu'on fait pour des raisons de coalition. Il y a des choses qui doivent être des lignes rouges et l'existence du peuple juif sur la terre d'Israël, l'existence de l'État d'Israël, c'est quelque chose qui doit être une ligne rouge. Et cette question d'intégration de la population ultra-orthodoxe est devenue vraiment une question existentielle. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que le leadership de cette population, il fait tout pour ne pas intégrer la population. Oui, mais on le voit, c'est difficile d'aller contre. Comment faire pour aller contre, par exemple, les paroles du Rav Dov Lando qui dit « Je n'ai plus confiance en Binyamin Netanyahou ». Non, mais encore, moi je vous dis qu'il ait confiance ou qu'il n'ait pas confiance. Je pense que nous, en tant que Likoud, on doit dire au leadership Haredi, si vous ne voulez pas nous aider à intégrer la population Haredite dans la société israélienne économiquement et au point de vue sécuritaire, si vous ne voulez pas nous aider, alors on a un besoin existentiel de ça. Et si vous ne voulez pas, alors nous, le Likoud, on doit être les personnes qui disent, alors cette shoot-à-foot, ce partnership, on ne peut plus le continuer. Et on va devoir au prix de la perte du pouvoir? Je ne pense pas que c'est ça le prix. Je pense qu'en fin de compte, si on va au public et qu'on leur dit qu'on a notre idéologie, notre agenda, qui est un agenda de droite, que le peuple d'Israël y veut, alors le jour après les élections, on va pouvoir essayer de voir quelles sont les différentes options qui sont en face de nous et essayer de bâtir une coalition. Mais oui, je dois vous dire la vérité. En fin de compte, si on a un besoin existentiel, je ne comprends pas la question vraiment. Si on est d'accord que c'est un besoin existentiel. Et on peut ne pas être d'accord sur ça, mais moi, je suis à 100% sûr qu'il y a un besoin existentiel de ça parce que je vois les chiffres, je vois le besoin d'un soldat et je vois le besoin économique. Alors, si on est d'accord que c'est un besoin existentiel, alors qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir? Le pouvoir, il est là pour vraiment servir le peuple d'Israël, pour servir les besoins de l'État d'Israël, pour servir les besoins d'abord existentiels, ensuite aussi des autres, mais d'abord les besoins existentiels. Alors, si on voit que ça devient un partnership qui est dangereux pour le futur d'Israël. Alors, on doit arrêter ce partnership, essayer de trouver des autres partnerships. Et si ça veut dire qu'on va devoir perdre le pouvoir pour quelques années, alors c'est la réalité. C'est une réalité que je ne pousse pas. C'est pas une réalité que je veux, mais c'est la réalité. Ouais, alors entre cette loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot et puis les critiques qui jaillissent actuellement par rapport à la gestion de la guerre qui fait que finalement, eh bien, on dit au sein du Likoud aujourd'hui, et dites-moi si je me trompe, que la fin de la guerre est perçue comme un échec et qui risque de se refléter, on va dire, le jour des élections dans le vote de la droite israélienne. On a le sentiment que, on va dire, le Likoud est en péril aujourd'hui, qu'il aura des difficultés pour rester au pouvoir. Je pense que ce que le Likoud doit faire, c'est retourner à ses sources. Je pense que ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment retourner à notre idéologie de base, une idéologie sioniste, une idéologie de droite, une idéologie qui croit aussi au libre marché. Dans notre constitution, il y a écrit, par exemple, que chaque citoyen israélien doit servir dans l'armée ou dans un service national. C'est dans notre constitution. Alors, c'est une chose qu'on doit retourner à ses valeurs de base, parce que je pense que le peuple d'Israël, il veut ses valeurs. Maintenant, des fois, il n'est pas content avec nos calculs politiques et je le comprends. Mais les valeurs du Likoud, c'est une chose que le peuple d'Israël veut. Alors, si on va retourner à nos valeurs, alors je pense qu'il y aura beaucoup de citoyens israéliens qui demanderont le Likoud. Alors, une dernière question, Dan, elle est plus personnelle. Vous serez candidat dans la prochaine liste électorale du Likoud ? J'espère, ça dépend des membres du Likoud. Bon. On a des primaires chez nous. Il y aura des primaires parce que certains remettent en cause même la procédure des primaires. Il y aura des primaires. Il y aura des primaires au Likoud. Bon, eh bien, on aura l'occasion de se reparler avant ces primaires. Merci beaucoup, Dan Ilouz, député Likoud, d'avoir répondu avec autant de franchise à nos questions ce matin sur Radio Kalita. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup.